Les célébrités donnent souvent des interviews pour promouvoir leur dernier film, album ou émission de télévision, ce qui est un bon moyen de tenir leurs fans informés de ce sur quoi elles ont travaillé. Mais il y a des cas où personne n'aurait pu prévoir que ce serait leur dernière interview avant qu'ils ne disparaissent tragiquement. Numéro 10. Carrie Fisher restera à jamais dans les mémoires pour son interprétation de la princesse Leia Organa dans la saga Star Wars, certains fans des films considérant ses performances comme les plus authentiques et les plus appréciées. Fisher était la fille de l'icône Debbie Reynolds, qu'il a élevée seule après son divorce alors que Fisher était très jeune. En 1973, elle a commencé à jouer à Broadway lorsqu'elle est apparue aux côtés de Reynolds dans la comédie musicale Irène. Elle a fait ses débuts à l'écran dans le film Shampoo en 1975 et 2 ans plus tard, elle a décroché le rôle qui l'a révélé, celui de la princesse Leia. Le film a rencontré un succès immédiat et elle est devenue célèbre en un rien de temps. Elle s'est rapidement constituée une grande base de fans et a repris le rôle dans plusieurs autres films Star Wars. Elle est également apparue dans d'autres films bien connus tels que Les Blues Brothers, L'homme à la chaussure rouge et Quand Harry rencontre Sally, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais la célébrité et la fortune qu'elle avait obtenue comportaient aussi des inconvénients, comme souvent. Malheureusement, elle est devenue dépendante à des substances illégales et a reçu un diagnostic de trouble bipolaire qu'elle a évoqué lors de sa dernière interview avec Graham Norton sur la BBC. Elle a également abordé ces problèmes dans son premier livre, intitulé Postcards from the Edge, publié en 1987. Le roman sera ensuite adapté en film avec Meryl Streep dans le rôle principal. Et au cours des 7 années suivantes, Fisher publiera 2 autres livres. En 1990, elle a commencé à travailler comme script doctor et elle a écrit une pièce autobiographique en solo intitulée Wishful Drinking, qui a finalement été présentée à Broadway. Elle publiera 2 autres livres avant sa dernière interview avec Norton, qu'elle a donnée le 9 décembre 2016. Elle a évoqué avoir retrouvé ses anciens journaux des décennies après sa liaison avec Harrison Ford, précisant qu'elle avait 19 ans, lui 33, qu'il était marié et père. Plus tard, on a demandé à Norton pourquoi il n'avait pas posé plus de questions sur la liaison. Il a répondu qu'il n'était pas là pour interroger Fisher et voulait faire en sorte que la conversation reste fluide entre eux. Il a précisé que le jour de l'entretien, Fisher, bien que malade et proche d'annuler, avait finalement assisté et donné une bonne interview, ignorant que ce serait la dernière. Norton a dit qu'après l'entretien, il a souhaité bon rétablissement à Fisher et lui a dit de vite se rétablir. Quelques semaines plus tard, il a appris qu'elle était décédée d'une crise cardiaque. Il a admis qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour accepter sa disparition et qu'il aurait posé d'autres questions s'il avait su qu'il menait sa dernière interview. Numéro 9. The Notorious Big, également connu sous le nom de Biggie Smalls, était un rappeur très connu, souvent mentionné en même temps que Tupac Shakur, car les 2 artistes étaient impliqués dans une rivalité amère qui n'a jamais été résolue. Lors de sa dernière interview, Smalls regretta cette rivalité, estimant que leur conflit était allé trop loin. Il voulait oublier la frénésie médiatique, mais n'en eut jamais l'occasion. Small est né Christopher George Latour Wallace à Brooklyn, New York, en 1972 et il a passé la majeure partie de son enfance dans le quartier de Bedford. D'après tous les témoignages, il réussissait bien à l'école, mais il a décidé d'abandonner, après quoi il a commencé à vendre des substances illégales pour gagner sa vie. Pendant son temps libre, il s'essayait au rap et il a finalement enregistré une démo sous le nom de Biggie Smalls. À l'époque, lui et Sean Combs travaillaient chez Uptown Records. En 1993, Smalls a obtenu son premier contrat d'enregistrement avec Bad Boy Entertainment. Son premier album est sorti sous le nom de The Notorious Big en 1994 et cela lui a valu une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance solo de rap. Il a ensuite commencé à travailler avec des noms bien connus de l'industrie, notamment Michael Jackson et Mary J. Blige, ce qui lui a permis d'élargir encore plus sa base de fans. Par la suite, il a joué un rôle clé dans la relance des labels hip-hop de la côte Est, éclipsés par ceux de la côte Ouest. Et il n'a pas fallu longtemps avant que les 2 groupes commencent à se disputer. C'est à ce moment-là que la rivalité entre Smalls et Shakur, un ancien ami, a commencé. Le 24 février 1997, il était en train d'enregistrer un clip musical lorsqu'il a accordé une interview à l'émission Rap City de BT. Il a mentionné qu'il s'apprêtait à sortir un double album intitulé Life After Death, après une pause de 2 ans, et qu'il espérait que cela montrerait sa polyvalence en tant qu'artiste.
Il a évoqué son passé, expliquant qu'il ne pensait qu'à l'argent et qu'il avait surmonté de nombreux problèmes de colère présents sur son album précédent. Il a ajouté qu'il ne se souciait plus de gagner de l'argent ni de trafiquer dans la rue, attendant avec impatience un nouveau départ. On lui a ensuite posé des questions sur sa rivalité avec Shakur, qui avait perdu la vie lors d'une attaque menée depuis une voiture en 1996. Il a ajouté espérer que la rivalité entre eux finirait bientôt. Mais alors qu'il quittait une fête à Los Angeles le 9 mars, seulement 13 jours après sa dernière interview, Smalls a également été attaqué lors d'une attaque menée depuis une voiture, au cours de laquelle il a perdu la vie. À ce jour, là où les personnes responsables de l'attaque restent non identifiées, bien qu'il ait été suggéré que cela ait été orchestré en représailles à l'attaque contre Shakur. Il a également été suggéré que l'homme qui a mis fin à la vie de Smalls était Bordel Foss, un membre de gang qui a perdu la vie en 2003, mais cela reste une spéculation puisque l'affaire n'a jamais été résolue. Numéro 8. Certains musiciens se font connaître grâce à une chanson accrocheuse qui reste populaire pendant un court moment, tandis que d'autres, comme la chanteuse galloise Bonnie Tyler, restent des icônes de l'industrie des décennies après leur premier succès. Tyler, dont le vrai nom était Gaynor Hopkins, est née dans le village de Skewen à Swansea, au Pays de Galles, en 1951. Alors qu'elle était encore adolescente, elle a été influencée par des chanteuses puissantes comme Tina Turner et Janis Joplin. Et elle a commencé à travailler pour faire carrière en tant que chanteuse. Elle chantait dans des pubs du sud du Pays de Galles avant de créer le groupe Imagination. Lors d'un spectacle, elle a impressionné Roger Bell, un découvreur de talent, et obtenu un contrat avec RCA Records. Le morceau Lost in France a été écrit par ses managers et il est devenu son premier grand succès. En 1977, elle a sorti son premier album complet intitulé The World Starts Tonight. Elle a commencé à partir en tournée, mais elle s'est vite rendue compte que les longues périodes sur la route et les tournées incessantes commençaient à affecter sa santé. Elle a développé des nodules vocaux à cause d'une mauvaise technique de chant et a choisi l'opération pour les retirer. On lui a conseillé de rester silencieuse pendant 6 semaines après l'intervention. Mais dans un moment de frustration, elle a poussé un cri qui a modifié sa voix à jamais. À partir de ce jour-là, sa voix a pris une tonalité rauque qui l'a rendue célèbre. Et cela a été révélé pour la première fois sur son prochain album Heaven, qui est sorti la même année. Son prochain single, It's a Heartbreak, est devenu un succès mondial et l'album qui l'accompagnait s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires aux États-Unis. Après cela, elle a senti que sa musique stagnait et a décidé de collaborer avec le célèbre producteur Jim Steinman. Son album Faster Than the Speed of Light est entré directement à la première place au Royaume-Uni, faisant d'elle une superstar. Ce qui a suivi fut peut-être son album le plus emblématique, intitulé Total Eclipse of the Heart. Elle continuerait à interpréter le morceau-titre tout au long de sa carrière, et elle a déclaré lors de sa dernière interview qu'elle ne s'est jamais vraiment lassée de le chanter. Elle a ensuite participé à des bandes originales de films, jeux vidéo et émissions TV avec d'autres artistes comme Tina Turner, reprenant certains de ses titres récents avec succès. En février 2026, Tyler a participé à une interview avec Lauren Kelly de la chaîne ITV au Royaume-Uni, au cours de laquelle elle a déclaré qu'elle aimait toujours ce qu'elle faisait et qu'elle avait hâte de commencer sa nouvelle tournée au Royaume-Uni. Elle a ajouté qu'elle ralentirait peut-être un peu après la tournée et a réaffirmé avoir eu une vie merveilleuse qu'elle ne changerait pas. Mais 2 mois plus tard, elle a dû être transportée d'urgence à l'hôpital après qu'on a constaté qu'elle avait une perforation de l'intestin. Après une opération d'urgence, elle a été placée dans un coma artificiel dont elle s'est réveillée le 15 juin, mais elle avait contracté une infection. Le 8 juillet, elle est décédée à l'âge de 75 ans, laissant ses nombreux fans dans la stupéfaction. Numéro 7. De nombreux gens voient Heath Ledger comme l'un des plus grands acteurs de sa génération, mais tout le monde ne sait pas que sa carrière a sérieusement affecté sa santé. Il a affirmé lors de sa dernière interview qu'il vivait chaque jour l'instant présent et aimait toujours sa profession. Ledger était originaire de Perth, en Australie, où il est né en 1979. Il a découvert une passion pour le théâtre au collège et à l'âge de 17 ans, il a déménagé à Sydney, où il a commencé à travailler pour devenir un acteur sérieux. Il a décroché son premier rôle dans le feuilleton Home and Away, après quoi il a joué des rôles mineurs dans des films comme Two Hands. Il a fait sa première apparition dans un film hollywoodien en 1999, dans la comédie 10 bonnes raisons de te larguer. Du jour au lendemain, il a conquis des millions de fans. Il admettra plus tard qu'il craignait d'être catalogué, alors il a auditionné pour des films où il jouait des personnages différents.
Il a été sélectionné pour incarner un soldat de la guerre d'indépendance américaine dans The Patriot de Mel Gibson et un skater dans Les Seigneurs de Dogtown. Dans le film Candy de 2006, il a été choisi pour incarner un toxicomane et il a été nommé pour un Golden Globe et un Oscar du meilleur acteur après son apparition dans Le secret de Brokeback Mountain. Cela a été suivi parce que beaucoup de fans de Ledger considéraient comme sa performance la plus emblématique. Il a été choisi pour incarner le Joker dans le film Batman de 2008, The Dark Knight, un rôle qui a eu un impact sur sa santé mentale et physique. Dans sa dernière interview qui a eu lieu avec Chuck Kratz, mieux connu sous le nom de Chuck the Movie Guy, en septembre 2007, il a parlé de son prochain film. I'm Not There, un biopic sur Bob Dylan dans lequel il incarnait Robbie Clark, un personnage fictif inspiré du côté égocentrique de Dylan. Il a expliqué que le rôle avait d'abord été offert à un autre acteur qui s'est retiré, puis Ledger a demandé à le remplacer car il voulait participer au projet. Il a évoqué la mystique autour de la vie et la personnalité de Dylan, précisant que le biopic rendait hommage à Dylan au lieu de se focaliser sur les aspects négatifs. Personne n'aurait pu s'attendre à ce que ce soit sa dernière interview avant sa disparition tragique ou que I'm Not There serait le dernier projet dans lequel il apparaîtrait. Le 22 janvier 2008, sa femme de ménage et une masseuse ont trouvé Ledger inconscient dans son lit à New York. Elles ont appelé une ambulance, mais il était déjà décédé à l'arrivée des ambulanciers 20 minutes plus tard. La cause a été jugée accidentelle. Il avait involontairement pris une dose excessive de ses médicaments prescrits pour l'insomnie, l'anxiété et une infection respiratoire. La nouvelle de son décès a bouleversé l'industrie et plusieurs acteurs déclareront plus tard que cela les a poussés à changer leur mode de vie pour le mieux. Ledger est souvent mentionné aux côtés d'autres acteurs tragiques comme James Dean, et il ne fait aucun doute que son héritage perdurera pour les générations à venir. Numéro 6. À la mort de la célèbre actrice Brittany Murphy, de nombreuses questions ont subsisté, les circonstances de sa maladie et de son traitement étant jugées très inhabituelles. Elle a rencontré le succès comme actrice à 14 ans en décrochant un rôle régulier dans la série comique Drexel's Class. Elle a connu un tournant dans sa carrière lorsqu'elle a été choisie pour jouer dans le film Clueless aux côtés d'Alicia Silverstone. Ensuite, elle a obtenu des rôles plus importants. Murphy était née à Atlanta, en Géorgie, en 1977, d'un père qui a été régulièrement incarcéré car il était impliqué dans des réseaux du crime organisé. Elle et sa mère ont quitté cette vie pour s'installer à Edison, New Jersey, quand elle avait 2 ans. C'est là qu'elle a découvert une passion pour la scène. Sa mère, voyant son talent, l'a inscrite à l'école de danse de Vern Fowler à Colonia. Elle a suivi la formation nécessaire pour devenir actrice et à 12 ans a été sélectionnée pour plusieurs publicités. Elle semblait parfaitement adaptée aux sitcoms et est apparue dans Murphy Brown ainsi que dans Boy Meets World, 2 séries qui étaient extrêmement populaires à l'époque. Elle et sa mère ont ensuite déménagé à Los Angeles où elle a été choisie pour Drexel's Class. Elle a décroché son rôle révélateur dans Clueless en 1995 et elle avait enfin réalisé son rêve de devenir une star de cinéma célèbre. Ce qui a suivi, c'est une série de films à succès, dont Une vie volée et 8 Mile. Elle a doublé des personnages dans Les Rois du Texas et Happy Feet, mais lors de son apparition dans Dead Girl, les fans ont remarqué ses difficultés émotionnelles et une perte de passion pour sa carrière. Elle est apparue dans quelques autres films, mais sa vie n'était plus sur la bonne voie puisqu'elle a été renvoyée du tournage de The Caller en 2009, bien qu'elle ait nié que son contrat ait été résilié. Son mari, Simon Monjack, souffrait de problèmes de santé et a été hospitalisé, ce qui a accentué la pression sur elle. Il sera révélé plus tard qu'elle avait été renvoyée à cause de son mauvais comportement pendant le tournage et parce qu'elle ne s'était pas présentée à plusieurs reprises lorsqu'elle était attendue sur le plateau. Sa dernière interview a eu lieu lors de la première du film Across the Hall. Elle a évoqué son rôle dans le film et a complimenté l'intervieweuse, lui demandant si elle pouvait avoir ses cheveux dans une autre vie. Le 20 décembre de cette année-là, Murphy et Monjack étaient chez eux, à Los Angeles, quand Murphy a eu des difficultés à respirer. Elle est sortie prendre l'air et a dit à sa mère qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle pensait qu'elle allait mourir. Monjack et elle avèrent des problèmes de santé et beaucoup estiment qu'ils ont trop tardé à consulter un médecin. Ce jour-là, elle s'est effondrée chez elle et sa mère a appelé une ambulance. Elle a été emmenée dans un centre médical, soignée, mais est décédée. Il a été établi qu'elle souffrait d'une double pneumonie non traitée, la moisissure dans la maison étant supposée en être un facteur. Numéro 5. C'est généralement un choc lorsqu'une célébrité décède soudainement,
Mais ce ne fut pas le cas pour l'acteur James Van Der Beek, qui avait reçu un diagnostic de cancer du côlon peu de temps avant son décès. Né à Cheshire, Connecticut en 1977, il découvre sa passion pour le théâtre au collège en jouant dans la pièce Joseph et l'incroyable manteau de rêve en Technicolor. À 15 ans, il a déménagé à New York où il a joué dans la pièce Finding the Sun. Il a étudié à la Cheshire Academy et en 1995, il a fait ses débuts au cinéma dans Angus, une comédie sur le passage à l'âge adulte. Il s'est inscrit à l'université Drew, a rejoint un groupe a cappella masculin, mais a quitté ses études après avoir été choisi pour Dawson's Creek, rendant James Van Der Beek célèbre. La série a connu un immense succès et a duré 6 saisons, après quoi il est apparu dans Varsity Blues, qui a également reçu de très bonnes audiences. Cela lui a valu le MTV Movie Award du meilleur espoir masculin, ce qui a conduit à plusieurs rôles au cinéma, notamment dans Scary Movie, Jay and Silent Bob Strike Back, Texas Rangers et American Psycho. Puis le film d'horreur The Plague et des apparitions dans des séries TV comme Ugly Betty, How I Met Your Mother et Esprit criminel. Il a également obtenu des rôles en tant que doubleur dans Vampirina et dans le doublage anglais du film du studio Ghibli, Le Château dans le ciel. En 2009, il est apparu dans Dancing with the Stars, où il a atteint les demi-finales avec sa partenaire Emma Slater. À la fin de l'année 2023, James Van Der Beek avait reçu un diagnostic de cancer. Mais il a choisi de garder ce diagnostic secret jusqu'en novembre de l'année suivante. En révélant cette triste nouvelle, il a déclaré qu'il avait pris des mesures pour faire face à ses problèmes de santé. Et on apprendra plus tard qu'il avait utilisé à la fois des médecines traditionnelles et holistiques. Cela a eu un impact sur ses finances. Et en 2025, il a commencé à mettre aux enchères des objets de Dawson's Creek et Varsity Blues pour l'aider à couvrir le coût de son traitement. Lors de sa dernière interview en décembre, il a évoqué sa lutte contre la maladie et assuré se sentir bien mieux. Il avait compris sa force en affrontant son diagnostic. Il a ajouté que la maladie avait été l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée, car elle l'avait poussé à changer des aspects de sa vie qu'il n'aurait jamais abordés. Il a changé son alimentation et ajouté qu'il vivait désormais l'instant présent. Van Der Beek a également loué le soutien que sa femme lui avait apporté et a attribué le fait d'être encore en vie à celle-ci. Le 11 février 2026, il a perdu son combat contre la maladie et est décédé à l'âge de 48 ans. Depuis, sa famille a lancé une campagne GoFundMe qui a permis de récolter près de 3 millions de dollars pour soutenir sa famille. Numéro 4. Lisa Left Eye Lops, originaire de Philadelphie, est devenue une chanteuse célèbre lorsqu'elle a rejoint le groupe de R&B TLC, dans lequel elle était la principale force créative. Elle n'a pas seulement écrit beaucoup de leurs chansons, mais elle a aussi conçu certains de leurs costumes et joué un rôle important dans la conception de leurs clips musicaux. Elle a reçu le surnom Left Eye après que Michael Bivins, un de ses amis, lui a dit qu'il trouvait son œil gauche en amande attirant. Leur premier album s'est vendu à 6 millions d'exemplaires, faisant d'elle des stars du R&B du jour au lendemain. Après ce succès, Lops a commencé à fréquenter André Risson, alors joueur des Atlanta Falcons. Mais la relation s'est vite détériorée et elle a fini par l'accuser d'agression en septembre 1993, alors qu'il vivait dans la maison de Risson. Lops luttait contre une dépendance à l'alcool, et le 9 juin 1994, elle achetait plusieurs de ses baskets coûteuses dans une baignoire avant d'y mettre le feu, en représailles à une dispute qui avait éclaté entre eux. En conséquence, la baignoire a pris feu, et le reste de la maison a rapidement pris feu à son tour. Elle ignorait que la nouvelle baignoire, remplaçant celle en marbre qu'elle avait aussi incendiée après l'avoir surprise avec une autre femme, était en fibre de verre et ne pensait donc pas qu'elle brûlerait. Lops a rapidement été accusée d'incendie criminel et elle a dû payer une amende de 10 000 $ tout en étant placée sous probation pendant 5 ans. Pourtant, elle et Risson ont continué à se voir, bien que leur relation soit restée instable pendant plusieurs années. Le deuxième album de TLC a été beaucoup moins influencé par Lops, car elle a dû être admise dans un centre de désintoxication pendant qu'il était en cours d'écriture. Leur troisième album s'est écoulé à plus de 14 millions d'exemplaires dans le monde. Mais cela a marqué la fin de la participation de Lops à TLC, car elle était devenue insatisfaite comme chanteuse. Elle n'était plus mise en avant dans les chansons du groupe, parfois sans même y contribuer vocalement. Cela a entraîné une querelle entre Lops et les autres membres, et elle a fondé Left Eye Productions, qui recherchait de nouveaux talents. Elle a changé son surnom en N.I.N. Nina ou Nina, ce qui signifiait « nouvelle identité non applicable ». Par la suite, elle a participé à des chansons de plusieurs artistes de renom, comme Melanie C, Donell Jones, In NSYNC, Toni Braxton et Keith Sweat, entre autres.
Elle a sorti un album solo intitulé Supernova, qui contenait des chansons sur son père, sa relation avec Rizan, et un duo inédit avec Tupac Shakur. En 2002, elle avait l'intention de sortir un deuxième album studio, mais elle n'en aura jamais eu l'occasion avant son décès. Dans sa dernière interview télévisée, Lopes a précisé qu'elle garderait le nom Left Eye avec TLC, mais que le reste de son travail serait attribué à Nina. Elle a ajouté espérer apporter une atmosphère paisible à sa nouvelle maison de disques. En 2002, elle a visité un village de guérison au Honduras avec son frère, sa sœur et des producteurs. Elle tournait également un documentaire sur le Honduras et sa culture, ce qui a eu un impact profond sur elle. Le 25 avril 2000, Lopes et ses invités circulaient dans une voiture de location lorsqu'elle a perdu le contrôle du véhicule. La voiture a fait plusieurs tonneaux, éjectant plusieurs de ses passagers, et comme elle ne portait pas de ceinture de sécurité, elle a perdu la vie sur le coup. Lopes a été la seule victime de l'accident, et des images de l'accident ont ensuite été utilisées dans le documentaire Last Days of Left Eye. Numéro 3. Si quelqu'un vous conseillait de profiter de chaque sandwich, cela pourrait sembler drôle, mais ce ne l'était pas lors de la dernière interview du chanteur de rock Warren Zevon, où il a dit cela. Lors de sa dernière interview, il a évoqué le temps qui lui restait à vivre après son diagnostic de cancer. Au lycée, Zevon et une amie, Violette, ont formé le groupe de folk rock Lime et Sibyl. Leur premier single Follow Me a atteint la 65e place du classement pop de Billboard, mais lorsque leur reprise de la chanson de Bob Dylan, If You Gotta Go, Go Now, n'a pas convaincu, Zevon a décidé de se lancer en solo. Il a été musicien de studio et compositeur de jingles publicitaires. Il a sorti son premier album solo, Wanted Dead or Alive, en 1970, mais il ne s'est pas vendu aussi bien qu'il l'espérait. Il a repris le travail de musicien de studio et tourné avec les frères Everly comme claviériste. En 1975, il était devenu frustré par le manque de progrès dans sa carrière et il a déménagé en Espagne. Là-bas, il jouait dans un petit bar, mais l'année suivante, il est retourné à Los Angeles, où il a partagé un logement avec des membres de Fleetwood Mac. Ils allaient contribuer au début de Zevon chez une grande maison de disques, avec des membres des Eagles, Linda Ronstadt et Bonnie Raitt. En 1976, il a sorti l'album Warren Zevon, que beaucoup considèrent comme son meilleur. Les paroles traitèrent de sa lutte contre l'addiction, de sa relation avec Marilyn Livingston et des aspects désagréables de la vie à Los Angeles. Excitable Boy, l'album de Zevon sorti en 1978, fut sans doute son plus grand succès car il contenait la chanson Wake Up Little Susie qui a ensuite été reprise par les Everly Brothers. Après l'échec de son album suivant, Zevon a replongé dans l'alcool et la drogue, cessant de produire de la musique pendant des années. Après un séjour en cure de désintoxication, il a surmonté ses addictions et a sorti l'album Sentimental Hygiene en 1987. Dans plusieurs interviews, Zevon a déclaré qu'il n'aimait pas consulter de médecin car il en avait peur. Mais en 2002, alors qu'il assistait au festival de musique folk d'Edmonton, il s'est plaint de vertige et a développé une toux. Il a finalement consulté un médecin et reçu un diagnostic de cancer, entraînant une rechute. On pense que le cancer était dû à son enfance, durant laquelle il jouait dans le grenier du magasin de tapis de son père, qui contenait de l'amiante. Au lieu de suivre un traitement, il a décidé de commencer l'enregistrement de son prochain et dernier album, The Wind, avec plusieurs artistes bien connus tels que Bruce Springsteen, Joe Walsh, Tom Petty et Don Henley. Le 30 octobre 2002, Zevon est apparu dans The Late Show with David Letterman pour sa dernière interview. Il a interprété plusieurs de ses chansons et a admis qu'il aurait dû consulter des médecins bien plus souvent au cours de sa vie. C'est alors qu'il a conseillé de profiter de chaque sandwich. Le 7 septembre 2003, il est décédé des suites de sa maladie, ce qui a entraîné des hommages de la part de l'écrivain Stephen King et de Bruce Springsteen, parmi tant d'autres qui considèrent Zevon comme une légende de son genre musical. Numéro 2. Lors de sa dernière interview en 2017, Tom Petty a affirmé ne pas vouloir prendre sa retraite, considérant que les tournées et l'écriture de musique l'aidaient à rester jeune. Il allait perdre la vie quelques jours plus tard au grand choc de ses fans. Pendant son enfance, Petty avait du mal à s'entendre avec son père, qui avait du mal à accepter qu'il soit réservé et intéressé par les arts. Ainsi, son père le réprimandait et le frappait parfois sans raison. En 1974, il a épousé Jane Benyo, et le couple a eu 2 enfants. 2 ans plus tard, il a formé un groupe appelé The Epics, avec Mike Campbell et Ben Montench, mais ils n'ont pas réussi à marquer la scène musicale.
Petty a voulu se lancer en solo, mais il a formé The Heartbreakers avec ses anciens collègues. Après leur premier album et une tournée au Royaume-Uni, leur deuxième album, You're Gonna Get It, a eu bien plus de succès et a atteint le top 40. Leur troisième album s'est vendu à près de 2 millions d'exemplaires, et leur quatrième, Hard Promise, a aussi séduit ses fans et est devenu disque de platine. Ils ont sorti 3 autres albums, Long After Dark, Southern Accents et Let Me Up, tous couronnés de succès. Petty est ensuite devenu membre des Traveling Wilburys, aux côtés de Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne et George Harrison, et plusieurs de leurs chansons sont devenues des succès instantanés qui passent encore aujourd'hui sur les stations de radio du monde entier. Son premier album solo est sorti en 1989 et il comprenait des contributions de plusieurs membres des Traveling Wilburys, ainsi que d'autres artistes comme Ringo Starr et Jeff Lynne. Après plusieurs autres albums, Petty s'est tourné vers le métier d'acteur et a fait ses débuts dans le film FM. Il a aussi joué dans Made in Heaven, l'émission de Gary Shandling et de Larry Sanders Show. En 1997, il est apparu dans The Postman, et en 2002, il a joué dans un épisode des Simpsons et a également obtenu un rôle récurrent dans la série animée King of the Hill. Après son divorce, il est devenu dépendant aux substances illicites, mais avec l'aide de sa petite amie Dana York, il a pu s'en sortir. Le couple s'est marié en 2001 et il a ensuite commencé à pratiquer la méditation transcendantale, qu'il a trouvée très bénéfique. En septembre 2017, il a donné sa dernière interview, affirmant être enthousiaste à l'idée de recommencer à enregistrer de la musique. Il a ajouté que beaucoup de gens lui avaient conseillé d'arrêter de travailler aussi dur, au moins pendant un certain temps, mais il ne pouvait pas accepter cela. Il a déclaré que lorsqu'il ne travaillait pas activement sur un projet, il se sentait déconnecté car il avait besoin d'un but dans sa vie. Mais il a admis que si l'un de ses camarades des Heartbreakers tombait malade ou décédé, ils arrêteraient probablement tout. Le 1er octobre de cette année-là, York a trouvé Petty inconscient et ne répondant pas chez eux. Il a été conduit d'urgence au centre médical UCLA à Santa Monica. Il a été mis sous assistance vitale et est décédé le lendemain. On a découvert qu'il avait accidentellement pris trop de ses médicaments prescrits et qu'il avait négligé de subir une intervention chirurgicale parce qu'il était trop occupé par sa tournée. Numéro 1. Le célèbre dramaturge anglais Dennis Potter est donné à Forest of Dean, Gloucester, en 1935. Il a grandi dans une famille de mineurs. Lorsqu'il avait 10 ans, il a vécu une épreuve éprouvante qui serait souvent mentionnée dans certains de ses écrits plus tard dans sa vie. Il a commencé sa carrière d'écrivain au journal Daily Herald, mais en 1960, il a publié son premier livre intitulé « Le cercueil étincelant ». Il partageait ses réflexions sur les changements en Angleterre. Et son second livre, La forêt changeante, La vie dans la forêt de Dean aujourd'hui, traitait des effets des médias sur le public britannique. Il a ensuite participé à l'émission de sketch That Was the Week That Was. Et en 1964, il est devenu le candidat du Parti travailliste dans le Hertfordshire Est face à Derek Walker-Smith. Mais il détestait le processus politique au point d'oublier de voter pour lui-même et il a finalement échoué. Il s'est alors tourné vers une carrière de dramaturge pour la télévision et à 26 ans a été diagnostiqué d'arthropathie psoriasique provoquant de l'arthrite dans ses articulations. Il a également été diagnostiqué avec du psoriasis, mais il a tout de même poursuivi sa carrière. Il a fait ses débuts en tant que dramaturge télévisé avec Le cours de la confiance en 1965. Et comme cela contenait certains détails sur l'Institut Dale Carnegie, il a été menacé de poursuites judiciaires. Sa pièce suivante, intitulée Alice, détaillait la relation entre Lewis Carroll et Alice Liddell, l'inspiration du livre de Carroll, Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Elle a suscité quelques critiques pour avoir été trop sensationnaliste, principalement de la part de la famille de Carroll. Il a ensuite écrit des œuvres bien accueillies, notamment Stand Up Nigel Barton et Vote for Nigel Barton. En 1981, Potter a été nommé à l'Oscar du meilleur scénario adapté pour son scénario Paddies from Heaven, son premier scénario de film. Il a ensuite écrit le scénario de Brimstone and Treacle, qui a suscité l'intérêt aux États-Unis grâce à la présence de Sting au casting. Le film n'a finalement pas réussi à marquer les esprits, mais son scénario pour le film Gorky Park a valu à Potter un prix Edgar, décerné par la Mystery Writers Guild of America. En 1985, il a écrit le scénario de la mini-série Tender is the Night, et il s'est inspiré de son diagnostic de psoriasis pour The Singing Detective en 1986. La série télévisée Black Eyes n'a pas su convaincre et a même suscité des critiques, ce qui a poussé Potter à se retirer de la télévision pendant un certain temps.
Il a continué à écrire des scénarios et des scripts de films, mais comme ses projets ne parvenaient pas à convaincre, il a commencé à avoir du mal à trouver du soutien pour ses travaux futurs. Le dernier film auquel il a contribué était le film de 1994, Midnight Movie, pour lequel Potter a investi 500 000 livres de son propre argent, mais il n'est sorti qu'après son décès. Potter a accordé sa dernière interview en mars 1994, après qu'on lui a diagnostiqué un cancer du foie et du pancréas. Il a parlé de vivre pleinement dans l'instant présent depuis son diagnostic et a déclaré qu'il aimerait terminer ses 2 derniers projets, Cold Lazarus et Karaoke, ce qu'il a réussi à faire avant son décès le 7 juin de cette année-là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Ty Notts et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.